Journal de bord de mon année 2020, 3 janvier. L'homme que j'aimais plus que tout au monde vient de me quitter après 11 ans. Un tsunami qui m'a fait plonger dans un abîme. Cette expérience a été une des plus pénibles de ma vie et pourtant une des meilleures choses qui me soit arrivée aussi. Même si le chemin est long, on peut se créer un avenir différent, merveilleux. Vous ne me croyez pas ? Écoutez Largué, épisode 1, janvier, la nuit noire de l'âme. 9 janvier. Il est parti depuis quelques jours déjà. Mon unique compagnon nocturne est un cachet de Xanax, et c'est un zombie au regard creux qui va au boulot à ma place. Sensation que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je m'appelle Chloé, et j'entame cette année ma descente aux enfers. Les Français, partout, sont mobilisés contre la réforme des retraites. Tout le monde est dans la rue. Moi, je ne manifeste pas. Je continue d'aller travailler dans une école quasi vide, avec ces pensées en boucle qui me lacèrent le ventre. Comment me préoccuper de l'avenir quand mon présent est en cendres ? Chez moi, je ne me sens pas mieux. Cette maison, symbole de notre amour, me crie son absence dans toutes les pièces. Hier, mercredi, je m'étais engagée à amener ma mère, qui ne conduit plus, chez sa sœur à 2 heures de route. À mon retour, j'ai découvert des trous au mur et des placards vides. Il y a une semaine, il était parti avec le strict minimum. Il a cette fois-ci emporté la moitié de ma vie. J'adore ma maison, ses poutres et ses taumettes, son charme désuet et sa position centrale sur la place de mon village. Aujourd'hui, la voilà pourtant devenue le symbole de tous les problèmes que je vais devoir affronter, seule. Mes 2 enfants qui viennent l'égayer une semaine sur 2 n'y changent rien. Le monde extérieur n'existe plus. Seule existe ma douleur. 11 janvier. Je finis par me jeter dans ses pattes pour qu'il me reprenne. J'ai si peur d'être incapable de vivre seule, d'y arriver seule. Je sonne chez lui. Il ne me fait pas entrer. Et sa réponse est « Non, Chloé, c'est fini. J'ai envie de mourir. » Moi qui aime les questions métaphysiques, je me demande alors quelle peut être la signification de nos épreuves. À quoi sert la grande souffrance qui en découle ? 12 janvier. Comme une réponse de l'univers, je tombe, par hasard, sur une vidéo qui explique le concept de « nuit noire de l'âme ». Elle est de David Sabat. Il s'agit d'après lui d'une sombre traversée qui peut durer quelques mois et qui vient marquer la mort symbolique d'une partie de nous-mêmes. Grâce à cette descente aux enfers, on lâche un certain fonctionnement et des vieilles croyances qui ne nous servent plus. On se retrouve face à un mur. Elle nous force à changer de route, à se comporter différemment. La nuit noire de l'âme annonce la naissance d'une seconde vie. J'aime aussitôt le nom et le concept qui m'assurent que cet état est passager. David Sabat dit qu'il y a toujours une accalmie après une nuit noire de l'âme. Quelques mois, c'est long. C'est affreusement long quand on souffre. Mais c'est pas la vie entière. Je dois m'en convaincre. J'attrape un petit cahier bleu qui date de l'école primaire de mon fils. J'arrache les premières pages pleines de son écriture enfantine et j'écris en gros. Première leçon. La souffrance est là pour nous faire changer. Il paraît que cette nuit noire se vit souvent vers 40 ans, car c'est le moment de se séparer des protections obsolètes qu'on avait mis en place dans les 20 premières années de notre vie. Voilà, c'est absolument cela. Moi, j'ai 37 ans et je m'étais enroulée comme une saucisse dans une foultitude de protections qui ne me protégeaient plus de mes peurs. Bien au contraire. En fait, elles devenaient même chaque jour plus présentes, plus invalidantes et plus douloureuses. Il faut regarder la vérité en face.
J'ai eu besoin jusqu'à aujourd'hui d'hommes puissants et autoritaires, avec lesquels j'avais peu de liberté, mais une certaine sécurité, ce qui me semblait plus important. Je n'ai lâché le premier, le père de mes enfants, que pour le second, encore plus puissant à mes yeux. Et me voilà aujourd'hui démunie, sans aucune présence masculine qui veille sur ma petite personne. J'ai tout à réapprendre, la confiance en moi à regagner et la peur de l'insécurité à vaincre, en plus du chagrin d'amour bien entendu. 15 janvier. J'enfile le kawaii de mon fils et des vieilles baskets pour aller marcher sous la pluie cet après-midi. Je regarde les champs de vigne aux branches nues et une angoisse me serre le cœur. Est-ce que je veux aller vivre ailleurs? Recommencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit? Non. Je veux rester dans ce village que j'aime tant. Il va donc falloir que je lui rachète la moitié de cette maison, ce qui me semble impossible avec le salaire que j'ai. Je me rappelle alors d'une phrase de David Sabat. Si on se concentre sur le problème, on le fait grandir. Il faut se concentrer sur la solution. Mais là, de solution, je ne vois pas. Alors plutôt que de me focaliser sur ma perte et sur ce qui me fait peur, je vais essayer de me trouver des objectifs à réaliser. Je commence donc une to-do list dans ma tête. Ne plus lui envoyer de messages. Retirer toutes les photos de lui dans la maison. Acheter des nouveaux cadres, des tapis, combler les vides au plus vite. Réparer mon MacBook. Envoyer mon manuscrit jeunesse à des éditeurs. Trouver un manuel de survie et un psy. Je crois que je n'y arriverai pas toute seule. Et enfin, m'attaquer aux réparations urgentes de cette maison puisque je veux y rester. J'adore les listes. Celle-ci me paraît être un bon début. 16 janvier. Je me couche très tôt, je dors mal et j'avance en pilote automatique, sans aucune envie. Je suis ma douleur, elle et moi, on fait corps. L'école maternelle dans laquelle je travaille est à 20 minutes de route. Ce matin pluvieux, j'écoute The Life Coach Podcast de Brooke Castillo, un épisode sur la douleur psychologique. Mes essuie-glaces crissent sur le pare-brise, je roule au pas, mais je bois ses paroles. J'ai besoin qu'on me guide, qu'on me dise quoi faire, car moi, je ne suis plus rien. Alors, quand Brooke Castillo murmure à mon oreille que pour guérir, il faut éviter de prendre des médicaments pour atténuer cette peine, j'enregistre le message comme un ordre. D'accord. Ce soir, j'arrête le Xanax. Je veux bien obéir, moi, parce qu'à ce stade de douleur, j'ai une véritable soif de changer. Je vais donc essayer de ne pas chercher à la rendre plus confortable, juste l'accueillir dans le présent, parce qu'être capable de la traverser est une force unique. 17 janvier. Aujourd'hui, je quitte le boulot plus tôt. Un coup de fil du collège me prévient que mon fils de 11 ans a commencé une crise et qu'il faut que je vienne le chercher. Les crises de Lou, c'est de la douleur à l'état pur. Il fait des coliques néphrétiques à répétition, à peu près 2 par mois, depuis toujours. Son rein gauche produit des calculs qui se bloquent dans son uretère. Il a déjà été opéré 8 fois. On lui a introduit des sondes Gigi pour agrandir le passage, mais malgré tout, les crises sont toujours présentes. Il prend de la morphine, ce qui ne l'empêche pas de souffrir terriblement. De le voir ainsi se tordre de douleur des heures durant et prier pour qu'il s'endorme est une des pires choses que je connaisse. La crise du jour a duré 8 heures. Quand il s'est réveillé tout sourire en me disant cette phrase merveilleuse. « Mais maman, les gens ne se rendent pas compte que le bonheur, c'est tout simplement de ne pas souffrir. » Je n'ai pas pu m'empêcher de verser quelques larmes. Lou croque la vie en riant, mange des bonbons en cachette et ne s'inquiète jamais de la prochaine crise. Il sait qu'il est capable de traverser la douleur, qu'elle finit toujours par passer, et il décide de vivre dans la joie entre 2 coliques néphrétiques. Les enfants, souvent, ont beaucoup à nous apprendre.
21 janvier. Reçu ce matin par la poste 3 petits cadeaux bien emballés qui m'ont rempli d'émotions. Une BD sur la souffrance qui s'appelle La légèreté, une tablette de chocolat noir et enfin un petit savon bio avec mon prénom gravé sur la pochette. C'est Lily, ma copine parisienne, qui me les a envoyés. Lily, elle a déjà traversé cette nuit noire de l'âme due à la perte de l'être aimé. Elle sait. Son empathie me fait un bien fou. Mais de penser à elle me rappelle que je n'ai toujours pas trouvé de thérapeute pour m'aider, car Lily, elle est psy. L'angoisse de la recherche, là encore, me pétrifie. En appeler un au hasard? Tomber sur quelqu'un qui ne me convient pas? Non, j'en aurai pas la force. Alors, je lance un appel à l'univers, à mon père et à ma petite sœur qui sont au ciel. J'ai besoin d'aide. Face à cette nouvelle incapacité, mon estime de moi chute encore d'un cran. Comment peut-on être encore aussi nul à mon âge? Je m'apitoie sur moi-même, en croquant un bout de chocolat. 23 janvier. La Chine impose un confinement dans la ville de Wuhan, qui a vu apparaître le coronavirus le mois dernier, et dans quelques autres villes aussi. C'est sans précédent. Même si ici on semble loin de tout ça. Ce mois d'hiver me semble interminable. Je ne vois poindre aucune éclaircie à l'horizon. La balance sur laquelle je grimpe ce dimanche me confirme ce que je vois dans le miroir. Je me transforme en petit cadavre ambulant. Plus aucun de mes jeans ne me va. J'ai déjà perdu 6 kilos. Mais je m'active, comme un automate. Dès qu'une pensée douloureuse ronge mon sternum, je me répète en boucle. Change, avance, il va revenir. J'ai repeint ma cuisine, acheté des nouveaux cadres, envoyé mon manuscrit à plusieurs éditeurs, retiré quelques photos. Les gros travaux, par contre, me procurent une angoisse terrible. Je me sens incapable de trouver les bons artisans. J'ai besoin d'un homme pour gérer ça. Je suis inutile, idiote et misogyne. Je repense à cette phrase de David Sabat qui dit qu'en traversant une nuit noire de l'âme, on se retrouve confronté à nos peurs les plus profondes. Vivre seul, m'occuper de la maison et des enfants sans personne était bien mon angoisse la plus terrible à l'aube de mes 40 ans. 29 janvier. Je mène Joseph à son stage de 3e ce matin. Il découvre le monde du travail dans l'usine de biscuits d'une de mes copines. J'emporte avec moi le petit traité de l'abandon, un livre d'Alexandre Jolien retrouvé dans ma bibliothèque. Le titre m'appelle. Après quelques pages, je me rends compte que lui aussi dit que la souffrance est source de lumière. Comment s'abandonner à la vie sans en baisser les bras? Comment goûter la joie sans nier le tragique de l'existence? Comment traverser le découragement sans devenir amer? Un conseil retient mon attention. Quand vous souffrez, essayez d'aller aider un autre que vous. 30 janvier. Je retourne au boulot avec un regard neuf. Depuis 2 mois, j'ai changé de branche et je suis devenue AESH. C'est-à-dire que je suis là pour aider un enfant en situation de handicap durant son temps scolaire. Je travaille dans une école maternelle où je m'occupe exclusivement d'un petit garçon de 4 ans, en grande détresse psychologique. La situation familiale d'Édouard semble tellement invivable qu'il arrive à l'école comme un animal traqué. Il crache, insulte et tape les adultes. Il jette les chaises et les tables de la classe par terre et tente de s'enfuir en escaladant les grillages de la cour. C'est violent. Cet enfant n'est que violence. Les 2 premières semaines avec lui, juste avant les vacances de Noël, j'étais terrifiée. Fraîchement débarquée dans le métier, on m'avait collé l'enfant dont personne ne voulait s'occuper. Mais depuis la rentrée de janvier où ma souffrance fait écho à la sienne, j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'apporter mutuellement une grande aide. Sa violence me glisse sur la peau. Je suis déjà au fond du trou. Je n'ai pour lui que de la douceur,
malgré les insultes et les crachats à la figure. J'avoue que sa souffrance me fait relativiser la mienne, même si ça n'en diminue pas l'intensité. En fait, au début, j'ai cru que le sort s'acharnait contre moi et que ce petit garçon était l'écho de mon échec. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte qu'on se comprend, lui et moi. Je découvre aujourd'hui qu'on a réussi à s'apprivoiser un peu ce mois-ci. Il est en fait le premier cadeau de la vie sur mon chemin de guérison. Ce que j'ai appris durant ce mois de janvier. Premièrement, que la douleur, comme tout, est temporaire. Elle finira par passer. Deuxièmement, que la souffrance est là pour nous faire changer. L'idée de se focaliser sur ses objectifs plutôt que sur le passé est très utile aussi. Comme celle de trouver une autre personne à aider quand on est dans la souffrance.